et qui vont faire une différence au final. Mais 18 mois, c'est trop peu pour avoir le loisir d'implanter des réformes, des projets importants pour l'évolution du réseau de la santé. J'avais 3 objectifs, en fait, en venant en politique. Je les ai cités tout à l'heure dans ma présentation, mais je vais un peu faire le bilan de ces 3 priorités que j'avais lors de mon arrivée au ministère de la Santé et des Services sociaux. La première, et ces 3 priorités-là sont en fait l'adaptation nécessaire, incontournable du réseau de la santé au vieillissement de la population et à la pandémie des maladies chroniques qui accompagnent le vieillissement de la population. On a un réseau de la santé qui a été développé au siècle dernier, au moment où on avait une population surtout jeune qui avait des maladies aiguës. Et ce réseau de la santé est inadapté actuellement pour faire face au vieillissement de la population et à la pandémie de maladies chroniques. Il faut donc réorienter le réseau de la santé. On dit souvent que le vieillissement, c'est une espèce de tsunami qui va nous tomber dessus, mais un tsunami, ça ne se produit pas. Alors que le vieillissement de la population, c'est très prédictible. C'est une réalité démographique qui est implacable. Et c'est plutôt un iceberg qu'on voit qui s'approche. Et si le paquebot du réseau de la santé ne contourne pas cet iceberg, ben, il va arriver ce qui est arrivé à certains célèbres paquebots au cours de l'histoire. Il faut donc être en mesure d'imprimer ce changement de cap qui passe par 3 stratégies. Et ça a été les 3 priorités que j'ai menées au cours des 2 dernières années. D'abord, maladie chronique, ça veut dire prévention. Parce que 60 à 70% des maladies chroniques peuvent être prévues. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et encore faut-il accorder une priorité à la prévention. Alors, au cours des premiers mois de mon arrivée au ministère, j'ai mis au défi la direction de la santé publique de développer une politique nationale de prévention sur le modèle des politiques nationales qui ont été développées dans quelques pays. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 à travers le monde, pays qui se sont dotés d'une politique nationale de prévention. Les autres font comme nous, font ça à la pièce un peu, mais une politique là, transversale qui s'intéresse non seulement à la santé, qui s'intéresse non seulement aux saines habitudes de vie, aussi. Les saines habitudes de vie sont la clé pour prévenir la plupart des maladies chroniques. Une saine alimentation, redouter d'ardeur dans la lutte au tabagisme et la pratique régulière d'activité physique, c'est vraiment 3 ingrédients importants, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'une politique nationale de prévention s'intéresse à l'égalité des chances pour tous, dès la garderie, dès la petite enfance. Lors du passage à l'école, il faut qu'une politique de prévention s'intéresse à l'environnement sain. Il faut qu'une politique de prévention s'intéresse à tous les déterminants de la santé. Et là, ça couvre beaucoup plus large que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, on a mis en place une dizaine de chantiers où contribuaient 8 ministères. Et c'est là la grande difficulté. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose sur lequel on a le contrôle au ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est compliqué, mais on y arrive. Quand il faut coordonner 8 ministères, c'est d'une complexité extrêmement importante. Et ça ralentit le développement des consensus. Mais on y est arrivé. C'est-à-dire que j'ai présenté au Conseil des ministres à 3 reprises l'état d'évolution de la politique nationale de santé. J'avais pris la précaution d'impliquer mes collègues dès le départ, d'impliquer les sous-ministres des ministères concernés dès le départ dans un comité stratégique qui veillait au suivi de cette politique nationale de prévention. Et nous y sommes arrivés. Elle était prête. Elle était prête à partir en consultation finale parce que c'est sûr que dans la centaine d'experts qui ont participé à l'élaboration de cette politique-là, il y a déjà eu une consultation importante, mais on voulait quand même boucler la boucle avec une dernière vague de consultation avant de lancer cette politique nationale de prévention. Et c'était pour se faire au cours des prochains mois. Elle est là, je l'ai copie.
et je ne sais pas ce qu'on va faire avec, parce que je regardais le budget, il n'y a absolument rien sur la politique nationale de prévention. Alors, je suis un peu inquiet. J'ai l'impression que je ne sais pas s'il va y avoir des suites à cette politique nationale de prévention, mais quoi qu'il en soit, le Québec doit absolument se doter d'une politique comme celle-là si on veut réduire le fardeau des maladies chroniques dans le futur, dans l'avenir. Et c'est une politique qui, tôt ou tard, devra être réanimée et devra être mise en place. Alors, première stratégie, prévention. Deuxième stratégie, des maladies chroniques, ça demande un suivi. Ça demande un suivi qui nécessite une première ligne efficace. Alors, première ligne, on s'est doté au Québec d'un modèle qui est le modèle des groupes de médecins de famille, un modèle qui a, il faut le dire, un certain nombre de ratés. C'est pas développé de façon complète, d'abord. Deux, où le cadre de gestion des groupes de médecins de famille n'était pas resserré suffisamment, de sorte que, vous l'avez entendu dans les médias, 40% des groupes de médecins de famille n'atteignaient pas leur cible d'inscription, 40% des groupes de médecins de famille n'ouvraient pas sur les heures d'ouverture convenues au contrat. Et il a donc fallu, d'une part, rectifier, corriger la situation rapidement, et juste avant mon départ, on était rendu à 85% des groupes de médecins de famille qui atteignaient leurs heures d'ouverture. Alors déjà, on avait fait un grand progrès, mais il fallait tout repenser le cadre de gestion pour le resserrer, faire en sorte, par exemple, qu'il puisse y avoir des groupes de médecins de famille pour des populations de moins de 9000 patients, parce qu'actuellement, le seuil d'entrée dans les groupes de médecins de famille, c'est 9000 patients. Et pour de petites communautés, c'est parfois difficile, même à Montréal, c'est parfois difficile, avec des groupes de 4 ou 5 médecins de famille, d'avoir 9000 de cibles. Alors, on avait prévu donc un niveau à 6000 et on avait prévu augmenter les exigences pour les groupes de médecins de famille de plus de 20 000, 25 000 patients. Parce que si on garde les mêmes exigences au-dessus de 18 000 patients, ben, vous voyez, vous allez comprendre ce qui arrive. Hein, deux groupes de médecins de famille vont se mettre ensemble, ça diminue de moitié les exigences de chacun, alors ça tombe comme ça. Et c'est ce qui se faisait, c'est ce qui commençait à se faire. Donc il fallait avoir un cadre de gestion qui fasse qu'on a des comptes à rendre et que non seulement les cibles d'inscription, les heures d'ouverture, mais on voulait également implanter ce qu'on appelait un indicateur de fidélité de la clientèle qui fasse que lorsque des patients d'un groupe de médecins de famille vont consulter ailleurs, ben, il y a une certaine pénalité pour le groupe de médecins de famille. Donc là, il a fallu négocier avec la Fédération des médecins démocratiques du Québec. Ça n'a pas été une mince affaire, mais on y arrivait. Et j'étais assez confiant de pouvoir avoir un nouveau cadre de gestion pour l'année 2014. Donc, pour l'année en cours, l'année où j'étais en cours. Bon, l'élection a fait que je pense qu'on est de retour à la case de gestion. Mais le cadre de gestion, lui, était sur le point d'être adopté par la FMOQ. Ce n'était pas un cadre de négociation en tant que tel, parce que ça ne fait pas partie de l'entente, mais on voulait avoir l'accord de la FMOQ, sinon on aurait pu avoir des mouvements qui allaient contrecarrer l'application de ce cadre de gestion-là. Alors on voulait donc avoir une négociation avec la FMOQ, c'est ce qu'on a fait. Mais il fallait investir davantage dans les groupes de médecins de famille, et le médecin de famille, ce n'est pas le seul professionnel qui est impliqué dans le suivi des maladies chroniques. On a bien sûr les infirmières. Jusqu'à maintenant, c'est surtout les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne qui ont été impliquées dans les groupes de médecins de famille, mais il y a aussi d'autres professionnels de la santé. Les inhalothérapeutes pour le suivi des maladies pulmonaires obstructives chroniques, les intervenants psychosociaux pour le suivi des patients avec des problèmes de santé mentale, les pharmaciens qui peuvent se joindre au groupe de médecins de famille et pouvoir apporter une contribution extrêmement intéressante au suivi des maladies chroniques.
des nutritionnistes, bien sûr. Plusieurs maladies chroniques nécessitent un suivi diététique. Et pourquoi pas des kinésiologues, parce qu'on sait à quel point l'activité physique est une intervention thérapeutique efficace, bien démontrée et sous-utilisée au niveau de notre réseau de la santé et des services sociaux. Alors, on a donc, l'an dernier, mis une somme importante, plusieurs dizaines de millions de dollars, pour doter les groupes de médecins de famille, qui avaient leur cycle quand même. Alors, on dotait les groupes de médecins de famille de professionnels de la santé. 180 professionnels de la santé ont ici été distribués dans une soixantaine de groupes de médecins de famille. Alors, on avait donc une stratégie qu'on voulait développer davantage pour que les groupes de médecins de famille puissent comprendre d'autres professionnels de la santé pour faire en sorte que les maladies chroniques sont bien suivies. Et comme ça, on évite des détériorations, on évite des hospitalisations, on évite des consultations d'urgence et on permet à des gens qui ont des maladies chroniques d'être bien stabilisés. Deuxième stratégie, donc, suivi en première ligne des patients avec maladies chroniques. Troisième stratégie, c'est les services de soutien à l'autonomie. Et c'est une stratégie qui est extrêmement importante parce qu'on a de plus en plus, et on en aura de plus en plus de personnes âgées qui vivent une faible autonomie et qui, actuellement, lorsque la personne n'a pas la chance d'avoir un proche aidant, et le plus souvent une proche aidante qui s'épuise à donner des services, la seule solution, c'est le centre d'hébergement qui va être. Il faut absolument corriger cette situation et faire en sorte qu'on puisse apporter à la personne les services de soutien à l'autonomie dont elle a besoin. Et on voulait le faire en implantant, puisque plusieurs autres pays européens, asiatiques ont implanté, c'est-à-dire une assurance de soins à long terme, une assurance autonomie, qui permet d'avoir d'abord une équité dans les services que les gens reçoivent. Actuellement, les gens sont à la merci des politiques des centres de santé et de services sociaux. Et il n'y a pas un C3S qui a la même politique qu'un autre, et la politique du citoyen l'a bien démontré dans l'un de ses rapports qu'il y a une inégalité des services qui sont disponibles selon la région dans laquelle vous habitez. On voulait aussi redonner aux personnes une liberté fondamentale, la liberté de pouvoir choisir où elles veulent vivre. Parce qu'actuellement, les gens ils sont obligés de déménager d'une ressource à l'autre au gré de leur perte d'autonomie, au gré de leurs incapacités. Et parfois, ça veut dire des séparations. Des séparations de couples qui ont 50 ans de mariage parce qu'ils n'ont pas eu la malchance d'avoir en même temps une perte d'autonomie. On voulait donc redonner aux gens cette liberté de choisir l'endroit où elles veulent vivre et que les services s'adaptent à leur perte d'autonomie. Et c'est ça l'assurance autonomie. C'était en fait, suite à une évaluation, on a déjà dans le réseau, dans notre réseau, on a déjà un outil d'évaluation. Les pays qui ont implanté ça, là, le Japon, la France, n'avaient pas d'outil. Il a fallu qu'ils en développent un, ça a été compliqué. Nous, on l'a déjà. Il est déjà dans le réseau. On a déjà un outil, et on a déjà un réseau intégré avec un gestionnaire de cas qui fait l'évaluation. Alors, on peut greffer là-dessus une assurance autonomie. Il s'agit juste que l'évaluation corresponde à un forfait de soutien à l'autonomie. Et on a des profils d'OSMAP qui sont des forfaits qui peuvent être facilement déterminés à partir de l'évaluation. Et ces forfaits-là donnent à la personne un budget, pas de l'argent cash, un budget. Un budget qui va servir à financer le plan service qui va avoir été élaboré avec la personne. Alors, l'assurance autonomie, ça fait l'objet d'un livre blanc. Un livre blanc qu'on a rendu public l'an dernier, à ce temps-ci, à peu près, qui a été en consultation, puis là, on a utilisé la commission parlementaire. Là, c'est à refaire, je ne sais pas. Parce qu'une commission parlementaire, dans un contexte de gouvernement minoritaire, un, c'est pas simple, et deux, ça donne à l'opposition un temps de parole qui est
très important. Et donc, et puis c'est un temps de parole pour lequel je n'ai pas de réplique. Vous savez comment ça se passe en commission parlementaire? Je ne sais pas si y en a qui ont déjà été. Mais en contexte minoritaire, on doit suivre les règles. On ne peut pas s'entendre avec l'opposition. En fait, j'ai essayé de m'entendre, mais un peu moins. C'est-à-dire que le premier 20 minutes, le premier 10 minutes, c'est les personnes qui viennent à la commission parlementaire qui se présentent leur mémoire. Après ça, j'ai 20 minutes pour poser des questions. Et après ça, il y a 30 minutes pour l'opposition pour poser des questions. Après ça, je ne reviens pas. Avec l'opposition, on peut dire toutes sortes d'informations. Pendant ces 20-25 minutes, on n'a jamais le loisir de répliquer. Et je pense que ce fut une erreur parce que ça a pris plus de temps. Et deuxièmement, ça ne nous a pas permis d'aller chercher chez les gens qui ont participé toute la substantifique moelle, comme disait le frère, comme ça, tout ce qu'on aurait pu aller chercher. Alors, on aurait dû faire une consultation hors contexte parlementaire, en contexte minoritaire, et par contre, ça a été extrêmement intéressant. On a eu 71 groupes qui sont venus. Et il y a eu des suggestions extrêmement intéressantes qui ont été intégrées dans un projet de loi que j'ai eu le plaisir de proposer à l'Assemblée nationale, le projet de loi 67, sur l'assurance autonomie. Et c'est un projet de loi qui était en attente de débat en commission parlementaire. La commission parlementaire était, je vous rappelle, monopolisée par la commission parlementaire sur le projet de loi sur les soins infirmiers. Et donc, tout de suite après, on était en liste pour la commission parlementaire parce qu'on commence. Et c'est ça que c'est ça que je n'avais pas bien estimé, c'est qu'il y a un moment parlementaire pour discuter du projet de loi et avoir des consultations. Et là, c'est comme si on avait eu 2 fois le même exercice. Une première fois sur le livre blanc, et une deuxième fois, on aurait obligé de recommencer les consultations au niveau des groupes intéressés. Puis après ça, l'étude article par article. Alors, ça a été beaucoup plus long et je pense qu'on aurait pu faire l'économie d'une première commission parlementaire et ça aurait, je pense, permis au groupe d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir intervenir. Mais pour moi, l'assurance autonomie est incontournable. Elle est incontournable pour 2 raisons. D'abord, pour donner aux personnes, un pouvoir sur les services qui sont en droit. C'est un nouveau droit qu'on introduit. Le droit de recevoir des services. Actuellement, vous n'avez pas de droit de recevoir des services. Vous quêtez et vous prenez ce qu'il vous donne. Et là, vous avez un droit, avec votre carte d'autonomie, d'avoir tel montant. Vous pouvez choisir par qui vous voulez recevoir les services. Est-ce que c'est dans un centre d'hébergement? Est-ce que c'est chez vous? Devenez quoi? Quand on donne ce choix-là aux gens, ils préfèrent rester chez eux. Et c'est ce qui s'est fait au Japon. Au Japon, là, ils sont là où nous serons dans 15 ans. Ils sont à 26% des personnes de plus de 65 ans au Japon. Et ils ont implanté, il y a une douzaine d'années, leur assurance autonomie, avec un modèle qui ressemblait beaucoup au modèle qu'on voulait implanter au Québec. C'est-à-dire c'est basé sur des réseaux intégrés, sur des gestionnaires de fonds, sur une évaluation standardisée. C'est un modèle assez similaire à celui qu'on voulait implanter, qui est un peu différent de celui de la France, et qui, à mon avis, un modèle japonais qui est plus intéressant. Donc, on voulait, par ce biais-là, non seulement redonner cette liberté-là aux personnes, mais aussi introduire dans les établissements de santé un financement d'activité pour les soins de mesure. Votre terme actuellement, vous avez un centre d'hébergement, peu importe la lourdeur de la clientèle que vous avez, vous recevez un budget à peu près similaire aux autres centres d'hébergement. Alors, vous voyez tout de suite l'initiative permanente, ou pour des centres d'hébergement, c'est beaucoup plus payant, entre guillemets, d'avoir des clients moins handicapés, qui ont demandé moins de services, parce que de toute façon, on va avoir le même budget. On voulait introduire ce financement d'activité. Le financement d'un centre d'hébergement est basé sur la lourdeur de la clientèle. Vous allez dire, ça marche pas de même? Non, ça marche pas comme ça. Le financement des centres d'hébergement, c'est un budget qui est historique, qui est un peu bonifié à la marge, mais qui est pour l'essentiel historique. Et l'autre effet pervers, c'est que quand vous avez un centre de santé de services sociaux, vous avez une personne qui nécessite des soins à domicile. Pour le centre de santé de services sociaux, les soins à domicile, c'est une dépense.
que si vous l'hébergez, vous êtes obligé de payer pareil votre centre d'hébergement. Ce n'est pas vraiment une dépense, pas une dépense additionnelle. Le pervers de ça, c'est que quand les personnes atteignent un certain niveau d'autonomie, ben, on va leur dire on ne peut plus vous donner des services à domicile pour aller à l'hébergement. Et c'est ça l'effet pervers qu'on voulait corriger avec l'assurance autonomie. Alors, tout ça pour dire que le dernier budget du gouvernement libéral a nommément mentionné que le projet d'assurance autonomie était à la poubelle. Donc, ça ne se fera pas. Et je vous rappelle que, là, je prends un petit peu quand même, que les libéraux en campagne électorale ont fait de la surenchère. Nous, on s'est engagé à mettre 100 millions de plus dans les soins à domicile. On avait commencé l'an dernier, dans le budget Marceau. Il y avait des provisions pour 100 millions encore cette année. Les libéraux ont fait une surenchère, ils ont dit, nous, ça ne sera pas 100, ça va être 150 millions. Incidemment, il y a moins d'argent pour les IPS aussi, alors qu'ils voulaient en créer 2000. Moins d'argent pour les IPS et il n'y a pas plus d'argent pour les GMS. Et il n'y a effectivement pas d'argent pour la prévention. Alors, de sorte que ces trois orientations qui ont été le moteur du ministère de la Santé et des Services sociaux au cours des 2 dernières années vont être abandonnées au profit de d'autres orientations, d'ailleurs je peux écrire. Et c'est triste parce que pour moi, c'est l'adaptation essentielle, incontournable d'un système de santé au vieillissement de cette population. J'ai beaucoup d'amertume, je dois dire, parce que le Québec ne va pas là où il faudrait trouver. Et pour moi, c'est triste parce que ça ne coûte pas plus cher à l'avenir et que les changements qui sont nécessaires ne seront pas réalisés. Et à un moment donné, ben, ça va mettre en péril notre système de santé public et universel. Je pense le grand danger. Alors, je vais arrêter là pour tout de suite et on va commencer la discussion avec vous. Monsieur Fournier. Est-ce que je dois approcher votre moment? Je peux y aller, je vois quoi. À la table. Fonctionne celui-là? Oui. Ok, parfait. Alors, je vais me déplacer. Par les questions. Vous l'avez, s'il vous plaît, peut-être brièvement dire dans quel milieu vous œuvrez. Alors, bonjour, M. Maître. D'abord, merci beaucoup de venir nous faire une franchise, un post-mortem de tout ça. C'est un plaisir de la chose. Moi, Jacques Cormier, je suis retraité, bénévole à l'AQDR, responsable du dossier santé, l'association québécoise des femmes des retraités, et j'ai travaillé 30 ans dans le réseau de la santé. La question est très précise, c'est livre sur l'assurance autonomie, la commission parlementaire, qui a particulier le rôle très important que vous souhaitiez faire jouer au CESA, l'entreprise économique sociale de l'Université. J'ai été pratiquement sur le site web du ministère tous les mois et j'ai été surpris qu'il y a eu une bonne levée contre le fait de transférer au CESA les soins à personne, pas seulement des politiques. On s'attendait que les syndicats du groupe communautaire, entre autres, disent qu'on craint que les services de qualité ne soient pas. Ces personnes-là sont sous-payées, tout ce qui est à l'heure, pour donner des bains, comme c'est vous connaissez aussi. Et même, j'ai été frappé, moi, que les organismes comme la FFOQ, qui est pas révolutionnaire, ou la FADOC, eux aussi disaient que ça n'a pas d'allure de transférer les bains, les soins de personnes aux ESAT. Alors, ma question, c'est avez-vous été surpris de cette levée de bouclier pour augmenter le rôle des ESAT? Ben, je pense que, d'abord, il y a une incompréhension. La première incompréhension, c'est que les ESAT, il y a 50% des ESAT qui le font déjà. Les soins à personne. Alors, il y a une réalité qui existe. Deuxièmement, ce que nous voulions, c'est qu'on encadre la qualité des services des ESAT. C'est-à-dire qu'on puisse être en mesure d'accréditer les ESAT qui se conforment à un certain cadre de qualité. Et ça, dans le projet de loi, c'était les agences qui avaient cette responsabilité-là de faire l'accréditation et de s'assurer que le personnel avait la formation. Et c'est justement, le but de l'assurance autonomie, c'était justement de mettre plus d'argent dans les soins à domicile, de sorte que les gens qui sont sous-payés ne le soient plus. Et c'est ça, c'est pas de faire toujours la même chose, c'était de faire les choses différemment.
et de permettre que les SAD puissent assumer pleinement un rôle qu'ils occupent actuellement. L'économie sociale, je pense, a un rôle dans le soutien à l'autonomie, est déjà là, mais il faut l'encadrer, comme il faut encadrer aussi le personnel des résidences privées qui actuellement obéissent à aucun espèce de contrôle, même au niveau de la tarification, de l'assurance autonomie, corriger ça. J'ai été surpris, j'ai pas été surpris des syndicats, je m'attendais à ça, et que ça fait 10 ans que je rencontre régulièrement tous les syndicats pour leur parler de l'assurance autonomie, et à chaque fois, ça venait sur le... Ça va pas étonner. Ça m'a un petit peu plus étonné de la part de certains groupes que vous avez cités, mais je pense que c'est une incompréhension. C'est-à-dire que les gens disent les ESAD vont faire ce travail-là, ils sont sous-payés. Oui, mais ils ne sont plus sous-payés. Parce qu'il y a un budget, il y a l'allocation de soutien à l'autonomie qui va financer comptablement les ESAD. Et actuellement, les ESAD, avec le programme d'exonération financière de l'aide domestique, ben, ça coûte de l'argent. Il y a des gens là, qui ne sont pas capables de se payer les services d'aide domestique parce qu'il y a quand même 12$ qu'il faut assumer, 12$ de l'heure qu'il faut assumer de sa poche. Il y a une exonération, mais elle n'est pas complète. Alors que l'assurance autonomie permettait à des gens qui avaient moins de revenus de pouvoir avoir une bonification de leur allocation, de sorte qu'ils puissent se payer ici. Alors oui, j'ai été un petit peu étonné, et c'est sûr que, quand je vous disais tout à l'heure que l'opposition poser des questions après, aussi on rentrait là-dedans de façon éhontée, à mon avis, là, mais et ça ne nous laissait pas le temps de réexpliquer après, d'expliquer aux gens, parce qu'il y avait beaucoup de désinformations. Excusez, je suis long un petit peu dans les réponses. C'est où pour ça, j'ai posé pour rappeler cette question. Le micro ne fonctionne pas. Ok, bon. Alors, je suis avocat, je travaille dans l'organisation de société. Je voudrais simplement parler plus de l'assurance autonomie. Je voudrais comprendre maintenant, parler beaucoup de mon forfait. Est-ce que ça a été prévu que le montant maximal c'est vrai que maintenant, on n'est pas capable de donner les services que les gens ont besoin pour les garder à domicile. Maintenant, dans ce process, on est capable de donner maximum 15 heures de service par semaine. C'est ça que je suis permis d'offrir aux clients. Malgré que j'ai identifié qu'il aurait besoin de plus, on ne peut pas le faire. On a déjà les chèques emploi-service qui nous aident pas mal, mais ça a été identifié de nos temps. Ça dépend du profil des ossements. C'est-à-dire que plus il y a une incapacité, plus le montant était augmenté. Donc, il y avait un montant qui était proportionnel à l'incapacité, de sorte que la personne, avec ce montant-là, avec ce budget-là, pouvait, avec le gestionnaire de quoi, décider de quel était le plan de service et comment il était financé. Et les services professionnels restaient la responsabilité du C3S, l'aide domestique et l'aide domestique restait la responsabilité des entreprises d'économie sociale, et pour les soins personnels, c'était la responsabilité partagée entre les ESAD et le C3S. Le C3S prenant charge des patients qui sont les plus complexes, et les autres vont être servis par les entreprises d'économie sociale. Merci pour la question. Si on va avoir le temps, tout le monde va poser chacun vos questions. Alors, question précise au prochain. Donc, oui, OK. Lise Goulet de la Centrale du syndicat du Québec. Je vais vous poser une question que je vais poser en commission parlementaire. Et d'abord, j'essaie encore de comprendre les essais de travail, les essais de niveau des soins personnels. Dans le projet de loi, dans les différents documents que j'ai consultés, c'est vrai qu'il y avait une volonté d'assurer une prestation de qualité en formant, en encadrant, en accréditant. Le problème, c'est qu'on avait déjà du personnel dans le réseau public, les auxiliaires familiales et sociales, qui faisait partie des équipes de soins. Et les soins à domicile, c'est une clientèle quand même parfois vulnérable, sur les troubles cognitifs, des troubles de comorbidité. Ça demande des gens qui peuvent faire un genre, qui sont les yeux de l'équipe du système de santé, qui peuvent ramener aux équipes de soins les problèmes repérés.
Alors là, en multipliant le nombre de prestataires de soins dans la communauté qui se rendent à domicile, qui ne font pas partie des équipes de soins, qui ne peuvent pas participer au repérage de problèmes sociaux, détérioration de l'état de santé, en quoi de réinvestir dans l'économie sociale pour améliorer les conditions de travail, puis en même temps couper des postes dans le réseau de la santé qui étaient déjà intégrés à des équipes de soins formées, qui assuraient une approche intégrée des soins. Oui, de qualité, sécuritaire et intégrée. Je comprends que ça ne répondait pas à tous les besoins, mais si on a l'argent pour développer un réseau de prestataires de services parallèles, les encadrer, les former, les entendre de services, faire le suivi de qualité, mais pourquoi si on avait cet argent-là pour faire ça, on ne l'avait pas pour maintenir les postes déjà intégrés des équipes de soins? Moi, mathématiquement, j'essaie de comprendre. D'une part, il n'était absolument pas question de couper les postes. Parce que, écoutez, là, vous voyez pas ce qui va arriver, là. Moi, réalisez, là, que dans 10 ans d'ici, là, la clientèle de personnes âgées avec des pertes d'autonomie qui ont besoin de services va augmenter de façon importante. Alors, il n'est pas question de couper, il est question d'ajouter. Et d'ajouter dans le réseau, mais aussi d'ajouter chez les ESSAL, de permettre aux ESSAL d'apporter une contribution à ce sujet-là. Deuxièmement, les employés des ESSAL, ce n'est pas des aveugles. Ils voient les choses. Et pour quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans dans l'intégration des services, une équipe multidisciplinaire, pour moi, ça déborde de l'établissement. Et ça inclut les autres prestataires de services qui sont à l'extérieur de l'établissement. Il y a encore des établissements qui n'ont pas fait ce virage. Qui sont encore en silo, qui travaillent tout seuls dans leur coin, qui ne voient pas qu'il y a des organismes communautaires qui font de la propagande roulante à côté, qu'il y a des entreprises d'économie sociale. Ces gens-là, ils peuvent apporter une contribution à l'équipe multidisciplinaire. Il faut éclater l'équipe multidisciplinaire de sorte que l'ensemble des prestataires de services puissent être partie de cette équipe-là et que l'équipe ne soit pas juste une équipe d'établissement. Et ça, là, c'est une mentalité que j'ai essayé d'imprimer dans le réseau depuis 10 ans. Il reste encore du travail à faire, mais il faut faire ce virage-là parce que les services de soutien à l'autonomie, ça déborde de l'établissement. Et pour moi, la crainte que vous aviez, elle n'est pas fondée parce que l'augmentation du besoin va être telle qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les entreprises d'économie sociale, il y en a pour le réseau. Et je ne comprends pas qu'on puisse s'inquiéter d'une diminution de services pour le soin à domicile. Écoutez, la demande va augmenter, mais si on n'implante pas l'assurance autonomie, moi je vous le dis, ce qui va arriver, c'est que ça va être juste les organismes communautaires, les ESSAL, qui vont, avec des salaires de crève-faim, donner les services. Puis on va couper dans les services de ces services. Moi, c'est ça qui va arriver. Alors que, avec l'assurance autonomie, les C3S avaient un avantage à donner plus de services. Personne était un revenu, n'était plus une dépense. Vous voyez tout de suite l'avantage de ces C3S à donner de plus en plus de services. C'est un revenu. On va chercher l'allocation de soutien à l'autonomie des personnes. Alors, il y a aussi ce changement de mentalité-là qui est extrêmement important et qui s'est fait dans les autres pays. Où la personne n'est pas considérée comme une dépense. Elle coûte de l'argent, comme vous le dites, tantôt vous disiez 15 heures sur ce volontaire. Ce que je connais, c'est 40 heures. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui font des choix différents. Et c'est ça qui a apporté plus de citoyens à dénoncer. C'est que lorsque vous habitez dans votre C3S, vous allez voir 15 heures, puis au C3S de Sherbrooke, vous allez voir 40. Faites juste déménager, vous avez plus de services. Ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument que le citoyen, qui a le même perte d'autonomie, peu importe où il se trouve au Québec, ait le même droit au service. Qu'ils choisissent, qu'ils ne soient pas différemment, c'est correct, mais il faut qu'il y ait la même chose que je m'excuse. Mais vous voyez la passion, la passion est là. C'est normal, je comprends. Bonjour, Emile Lachance, je suis étudiant en administration des services de santé à l'Université de Montréal. Puis j'ai une question plus globale parce que dans les discussions, ce qu'on voit dans les journaux, c'est l'idée que ça va prendre plus d'investissement, ça prend plus d'argent dans le système de santé. Mais quand on se compare globalement, on est après les États-Unis dans les plus hauts par population d'investis en santé. Donc, ce que je me demande, s'il n'y a pas un travail, c'est quelque chose qui se discute quand vous étiez dans le ministère de la Santé,
faut peut-être revoir où on met notre argent, c'est quoi nos priorités. Le Journal de Montréal nous parle d'une moyenne de 800 000 par année pour un médecin pathologiste qui est payé à l'acte. C'est pas un travail à faire de où ce qui est notre argent, c'est quoi nos priorités. Si on a besoin de 6 ans, je sais pas, d'investissement en spécialité médicale, puis peut-être d'en mettre ailleurs que les CLSC, qui est un projet d'envergure, là-bas, puis finalement, on n'a juste pas mis de ressources dedans. C'est lui qui n'a pas regardé le logiste. Ouais. Le logiste, c'est ça. Mais prenez juste le budget. Prenez le budget de la santé, 32 milliards. Là-dessus, il y a 16 milliards qui vont au docteur. 16 milliards pour le docteur et les médicaments. Alors, c'est des gros postes. Parce que le reste, c'est les salaires d'employés. Et les salaires d'employés, c'est difficile de faire une compression. Alors, au niveau des docteurs, depuis les 3 dernières années, on a mis 1,5 milliard de plus dans la rémunération des docteurs. Et quand on regarde la productivité des docteurs, elle a diminué. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que les docteurs ont une cible de salaire, et que quand ils atteignent cette cible-là, plutôt que de travailler plus, en fait, ils travaillent moins pour atteindre la cible. Ils travaillent 4 jours de semaine, 3 jours et demi. Et c'est ce qui se passe. On regarde tous les indicateurs, puis là, le docteur Godin, puis l'enseignement de docteur Barrette, ils auront beau déchirer leur chemise en disant que les chiffres sont corrects, que toutes les études, celles de Tamier que vous avez au Poulos, les études du ministère, montrent très clairement une diminution de productivité, moins d'actes, moins de chirurgie, nominelle. Tous les indicateurs de productivité que vous pouvez mettre, il y en a. C'est clair qu'on a mis. Si vous étiez un chef d'entreprise, vous avez investi 1,5 milliard dans votre entreprise pour ne pas produire plus de nourriture à bébé. Si vous étiez M. Heinz, vous avez mis 1,5 milliard de plus, mais vous n'avez pas plus de peau, même vous en avez moins. Alors, c'est un problème. C'est un problème. Et on pouvait justement être capable d'étaler la production des médicaments que on va permettre de négocier avec le maire. Au niveau des médicaments, il y a des choses à faire. On a commencé à en faire. L'évolution de la règle des 15 ans, ça fait perdre 115 millions de dollars à l'industrie pharmaceutique qui sont dépensés. Les IPP, là, les inhibiteurs de la pompe à proton, les médicaments pour l'estomac, où on a mis un coup de pompe, ça fait perdre 35 millions à l'industrie pharmaceutique. Alors, en une seule année, ils ont perdu 150 millions. Alors, je suis sûr que ma photo est sur un jour de tard. L'industrie pharmaceutique, parce que je les ai perdre les petites larmes, c'est clair. Mais il y a moyen de faire petit à petit des correctifs pour les médicaments. Et c'est là où sont les augmentations les plus importantes. Et après ça, ben, vous avez l'augmentation des traitements spécialisés. À un moment donné, il va falloir avoir une certaine limite. Je vous en donne un exemple. L'échographie. Quand je suis arrivé en poste, il y avait quasi une entente entre Bolduc et Barrette sur le financement de l'échographie dans le privé. Il y avait identifié une enveloppe de 34 millions pour faire ça. Nous, on a dit, non, on va avoir une autre stratégie, on va augmenter la capacité du réseau. Alors, il s'agissait d'acheter, on a acheté 114 appareils d'échographie et d'engager des techniciens autonomes en échographie. On a fait la stratégie, on a mis 6 millions et les listes d'attente vont être épuisées à partir de l'été, dans la plupart des régions. 6 millions, on a fait la même chose que 34 millions. Tu sais, à un moment donné, là, un ouvrier, il est toujours un peu pour louer sa sirène. Quand il loue sa sirène, il va payer 4 fois sa sirène. Alors qu'on veut acheter la sirène. Il s'en servir. L'échographie, c'est un bel exemple. La même chose avec la résonance magnétique, on s'en met avec les autres. Donc ça veut dire prioriser le public. Tu sais, la clinique Parkland, hein? La fermée. Parce qu'ils ont pu sortir leurs chiffres dans la presse, ça, je trouve ça scandaleux. La presse prend les chiffres des docteurs. Il dit si ça coûte moins cher à la clinique Rockland que dans le réseau. C'est pas vrai, c'est faux. Chaque chirurgie coûte 1000 $ de plus au réseau à la clinique Rockland. 1000 $ par chirurgie. Et madame, ah oui, mais ça coûte 1000 $ au réseau.
Alors que si on augmentait la capacité, il y a des blocs opératoires qui sont vides actuellement. Donc, alors, ouvrons les blocs opératoires, ouvrons les centres d'opération jusqu'à 11 heures le soir. Dans la plupart des centres hospitaliers, à 3 heures, ça ferme. Ouvrons-les jusqu'à 11 heures, ouvrons les blocs opératoires qui sont fermés, puis au beaucoup moins cher, on va être capable d'augmenter l'accès. C'était ça. Puis là, je viens d'apprendre que Barrett annonce que la clinique Rockland, finalement, va faire. Finalement, je dis qu'à un moment donné, il y a de bon sens. On a d'autres questions. Sinon, tu veux dire conseil en santé publique? J'ai une question. Dans quelle région? Ah. L'institution de l'État? Ok, oui. Oui, c'est ça. Dans le public, ça avait annoncé publiquement que d'ici 2020, donc, le réseau de la santé devrait être informatisé d'ici dans 2002 à 2020. Quelle est votre opinion sur l'état de situation sur l'informatisation de la santé? Ça, c'était, je vais parler des trois priorités, mais il y avait quand même certains autres aspects qui étaient pour moi très importants. Ça faire un peu de ménage dans l'informatisation du réseau de la santé dans le dossier santé publique. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a rapatrié l'expertise au ministère. Alors, il y avait la SOGIC, qui était une espèce de société parallèle. Premier projet de loi que j'ai piloté, rapatriement de la SOGIC dans le ministère, et avec des objectifs cibles bien précis. Vous savez que le dossier Santé Québec, c'est en fait un entrepôt de données, pathologie, laboratoire et pharmacie, auquel vont se connecter les cliniques médicales et les établissements. Alors, le dossier Santé Québec, au niveau de la radiologie, si j'accepte la Louise de Sherbrooke, qui a des problèmes avec le fournisseur, mais pour les autres régions, c'est complété. Au niveau de la pharmacie, on est à 80% des pharmacies qui sont intégrées dans le dossier Santé Québec actuellement. Et pour le laboratoire, la date cible, c'était 2015, c'était juin 2015, parce que le laboratoire, c'est compliqué. Parce qu'il faut d'abord standardiser, normaliser les laboratoires au Québec, ce qui n'est pas fait, et ensuite les informatiser. Donc, ça a pris un peu plus de temps, mais il y a des régions où c'était complété. Donc, on y arrivait au dossier Santé Québec, et on a également mis en place un programme pour que les cliniques médicales, les GMS, puissent s'informatiser. On est 63 millions d'euros. Et c'est un programme qui a beaucoup de succès. Et actuellement, là, les GMF se branchent au dossier Santé Québec. La lumière au bout du tunnel a été faite pour le logiciel de vaccination qui est un cauchemar. Peut-être c'est plus auquel je ne me souviens pas de son nom, mais il y a eu. Oui, Panorama. Ça, c'est le bel exemple de l'expropriation à l'externe d'un développement logiciel qui fait en sorte que ça prend des années et plusieurs contrats avant de voir le jour. Mais on y arrivait. C'était repris par le ministère avec la direction de santé publique. On y arrive. On y arrive. Le panorama, c'est une catastrophe. Mais, alors, on y arrivait avec l'organisation. Mais vous savez, quand on se regarde dans des offres, quand on se compare, nommez-nous un pays dans le monde qui a un système national informatisé pour les de la santé. Le pays. À part de ça, là, oui, mais regardez, le petit pays, là, c'est possible, ça nous montre que c'est possible, c'est faisable. Notre voisin du Sud, les États-Unis, il y a 15 jours comme analytique, qui ont un super beau système pour lequel ils ont investi des milliards, ils sont à leur troisième tentative, leur troisième marché. Et ils ont eu 2 échecs, ils ont un beau système. Ça nous a coûté 1 cher, 2, ça a été long. Mais ils n'ont pas un système national, les Américains. Les Français sont informatisés mur à mur, mais aucun système se parle. Alors ça ne vaut pas la peine d'avoir ça. Je veux dire, les cliniques médicales ne parlent pas aux pharmacies, les pharmacies ne parlent pas aux établissements, il y a personne qui se parle. Tout le monde a un ordinateur avec son petit dossier. Alors, il faut aussi réaliser ça. Il faut réaliser que les dossiers de santé nationaux, il n'y en a pas des masses. Et c'est une entreprise un peu plus complexe, mais on y arrive. L'erreur qu'on a fait, c'est de faire comme on a fait pour les routes, c'est-à-dire de laisser au privé le développement de ces systèmes-là et de ne pas garder l'expertise à l'intérieur du gouvernement. Je pense qu'il faut corriger cette erreur-là. On est en train de faire
faire et pour les routes et pour les sociétés. Si on n'a pas de questions. Bonjour, Martin Chambou, je suis au médecin Chalet. Premièrement, je veux vous féliciter pour votre œuvre et votre activité depuis 2 ans, parce que ça a vraiment fait une grosse œuvre. Je vous ai connu quand j'étais petit, j'ai fait une formation à Sherbrooke. Et j'étais vraiment d'accord avec tout votre art que vous avez mis et ce que vous avez expliqué en résumé. J'ai trouvé que c'était un excellent plan comme médecin de famille et comme payeur de taxes. J'ai trouvé que vos orientations étaient très pertinentes. Alors ma question c'est, est-ce que vous croyez qu'il est possible de sortir un peu le politique de la santé, parce que c'est vraiment décourageant de voir toute l'énergie qui se gaspille à faire un plan, tourner tranquillement le parcours dont vous avez parlé au début, et après ça constater qu'on retourne le parcours parce que les politiciens ont d'autres idées. Mais franchement, la population, les soins avancent trop vite avec tous ces mouvements politiques qu'on a depuis des années. Pour faire ça, merci d'abord pour vos encouragements. Ça me fait mes plaies. Pour faire ça, là, il faudrait ou bien dire le ministère de la Santé est pas sur le contrôle politique, on connaît tout de suite le problème. Entre 2 milliards, 45% du budget de l'État ne serait pas sous le contrôle des élus. C'est difficile à imaginer. Le gouvernement, quel qu'il soit, permettre qu'il puisse avoir 45% du budget de chaque. Ou bien, on crée une assurance santé publique ou mutuelle, comme les Français l'ont fait. Et là, il y a des difficultés importantes. Les Français vivent avec des déficits de sécurité sociale qui sont très impressionnants et qui n'arrivent pas à combler. Et donc, le contrôle des dépenses, c'est encore plus difficile. Il n'y a pas de solution simple. Je comprends que l'influence politique fait une intervention, fait une interférence, que certains diront, dans le réseau de la santé, mais imaginons un Hydro-Québec de la santé. Est-ce qu'on voudrait que cette entreprise-là de 32 milliards échappe au contrôle de l'État? Je vous pose la question. Et je ne suis pas sûr qu'il y a un gouvernement qui va prendre une décision comme ça. Il n'y a pas de solution simple. En d'autres termes, il y a un problème. Mais est-ce que la solution ne serait pas pire que le problème? C'est là que. Est-ce qu'on ne tuerait pas le patient? Et moi, je suis bien prêt à en discuter. J'ai déjà suggéré qu'il y ait le Santé Québec, donc au modèle au Québec, une entreprise. Mais vous voyez, et peut-être que la solution, peut-être que ça serait intéressant parce que là, les gens verraient vraiment ce que ça nous coûte. Parce qu'actuellement, là, vous le savez pas. Sur votre chèque de paie, il n'y a pas une déduction qui s'appelle l'assurance santé. C'est dans l'impôt. Oui, mais tu as une déduction d'impôt, mais tu ne sais pas c'est quoi la contribution de la santé à ça. Alors que les Français, sur le chèque de paie, ils savent ce que ça coûte la santé. C'est pas dans l'impôt. D'accord? Non, et la plupart des pays européens, sauf la Scandinavie, ont le même système. Il y a une conscientisation plus grande et plus de santé, mais même à ça, là, ils ne sont pas capables d'augmenter la cotisation à la santé de façon suffisante pour ne pas avoir un déficit de sécurité sociale qui est étranger de toute façon sur le gouvernement. Je ne sais pas. Continuez à réfléchir. Peut-être que vous soyez ouvert pour continuer avec les questions. Oui. Mon nom est Marou. Je suis diplômé de l'administration des services de santé à l'Université de Montréal. Ma question c'est par rapport au sujet l'assurance autonomie, cette documentation. Mais je n'ai pas vu que vous preniez la coordination, le projet de loi, la coordination entre ce projet de loi et d'autres dossiers comme le conseil de collection et de médecine. Vous avez bloqué la coordination entre l'assurance autonomie et le dossier de télésoins à domicile. Télésoins à domicile. Ouais, alors je pense que le dossier de télésoins à domicile est une
tient au moins aussi donner un pouce par rapport au dossier de l'objectif du maintien à domicile. C'est intéressant ce que vous changez. Actuellement, dans les soins de domicile, on a un carcan parce que c'est sous la responsabilité des citoyens. Je m'explique. Mais c'est un peu, là je vais charrier, je vais appeler ça la tyrannie des établissements. Les personnes sont sous la tyrannie des établissements. C'est les établissements qui décident qu'est-ce qui est bon. Ils veulent votre bien, là. Ah oui, mais c'est la tyrannie du réseau. OK? Mais ça vient de quelque part, du ministère, ça vient pas de... Mais non, mais c'est pas fini. Moi, l'assurance autonomie permet de redonner à la personne un pouvoir. Alors, ça veut dire que si dans son plan de service, la personne veut avoir du télésoin plutôt que d'avoir des soins ordinaires, après le télésoin. Si la personne veut avoir, la FIC proposer des maisons pour les aînés, s'ils veulent faire ça avec l'allocation du système d'autonomie, pour les services consulats, ils peuvent le faire. Vous voyez toutes les possibilités qui vont s'ouvrir en termes de marché, en termes de possibilités différentes de donner les services, parce qu'on redonne aux personnes un pouvoir. Et que le pouvoir n'est pas juste dans les mains des personnes. Et c'est ça que ça change. C'est ça que ça a changé. Ça vient d'en haut, vous avez raison, mais pourquoi est-ce qu'il faut que ça vienne d'en haut? Moi, je dirais que ça vienne d'en bas. Que ce soit les personnes et leurs aidants qui aient le pouvoir. On avait. C'est parce que j'ai stimulé madame. Elle se peut plus. Bonjour, c'est Michel Archambault de la Caisse Association de l'école de santé. Comme vous savez, on adhère à votre vision, Valérie. J'aimerais vous entendre parler, vous entendre qualifier votre relation en tant que ministre avec les associations d'établissement, et surtout vous entendre sur comment on pourrait affiner nos stratégies de représentation en influence encore plus directe sur le ministère. Elle était très bonne, lien avec l'association d'établissement. Pourquoi? Parce que les trois orientations qu'on avait sont partagées pour les établissements de santé et services sociaux. Moi, j'ai fait toutes les régions du Québec en 18 mois. J'ai vu 75 établissements. Et à chaque fois, je donne la peine de rencontrer l'ensemble des cadres de l'établissement pour leur parler des orientations. Et à chaque fois, que ce soit la direction ou le personnel, les cadres, les gens disaient, c'est ça qu'il faut faire. Et on est d'accord. Et on ne peut pas gérer un réseau, le réseau de la santé et des services sociaux, sans avoir l'adhésion des établissements et des acteurs. Et on ne commence pas en disant qu'il y aura des pénalités sur les conformités à ce que je vous dis. C'est bien mauvais comme départ. Donc, cette adhésion-là, elle est extrêmement importante. Je pense qu'avec la Caisse, on avait développé davantage tout ce qui est performance comparative. Et on avait, on ne peut pas sortir le chercheur d'un ministre, mais j'étais bien content de voir cette semaine qu'il nous donnait sur l'urgence, sur le vrai temps d'attente à l'urgence, à l'urgence publique, ça a pris 18 mois avant qu'on ait ces données-là. Et je pense que ça donne un portrait beaucoup plus juste de l'urgence. Et la commande, c'était d'avoir la durée d'attente par priorité. C'est-à-dire un P1, ça attend en combien de temps? C'est pas juste la moyenne. C'est la moyenne, là, c'est on parle, aller la distribution. Et j'espère que le Dr. Henriette va permettre que ces données-là soient publiées parce qu'on a toutes les données. Les données sont colligées actuellement et on est capable de savoir 80% des T1 sont vus en bas de 20 minutes ou en bas de 10 minutes pour répondre à un certain nombre de standards. C'est la base. Et j'espère qu'on est capable de faire. Donc, des indicateurs de performance pour le réseau. Écoutez, moi, j'ai été stupéfait de voir, comme ministre de la Santé, j'ai fait un tableau de bord du réseau. Moi, j'ai été doyen, j'avais un tableau de bord, on a fait un nombre d'étudiants, le pourcentage de graduation, de formation. J'ai vu que l'Institut de recherche en pratique du Canada a mis en place un tableau de bord. Le ministère de la Santé, pas de tableau de bord. On voulait faire, c'est d'avoir un tableau de bord. Tous les matins, j'ai mes indicateurs, je sais où c'est rouge, je sais où c'est vert, on sait
on connaît la performance du réseau, et ça manque de façon importante dans la commission. C'est toujours là. Moi, je vais vous le dire bien franchement, on va y arriver quand les infirmières vont être d'accord. Ah oui, mais écoutez, ailleurs, ça s'est fait, il y avait un consensus dans la profession. On ne peut pas faire un changement comme celui-là sans avoir un large consensus à l'intérieur même. Et moi, c'est ma plus grande déception. J'ai demandé à un groupe de travail de se mettre en place, et on voulait que tout le monde soit autour de la table, et qu'on puisse enfin avoir un plan clair pour aller jusqu'à la formation universitaire des infirmières. Il n'y a pas eu de consensus à l'intérieur même de la profession. Il faut que les profs en sciences infirmières de cégep soient d'accord avec ça. Ils n'étaient pas d'accord, ils étaient absolument contre, vindicativement contre. Non, c'est pas leur job, parce qu'ils pouvaient continuer avec le décret à faire leur job. Ils n'étaient pas d'accord sur le principe. La même chose pour les syndicats, les principaux syndicats qui représentent les infirmières n'étaient pas d'accord. Écoutez, pensez-vous que si, lorsqu'on a mis la médecine de famille pour tout le monde en 88, pour l'accès à la pratique pour tout l'internat, s'il y avait eu la FMOQ qui avait été contre, ça n'aurait jamais pu sur le programme. Si on avait, au niveau de la radiothérapie, j'avais l'ancien président de l'ordre, qui est là aussi, l'accès de la profession à la maîtrise, si les ergothérapeutes s'étaient élevés, les syndicats d'ergothérapeutes avaient dit, il n'y en a pas question, ça n'aurait pas arrivé, je vous le jure, ça n'aurait pas arrivé. Ça va arriver au moment où les infirmières décideront collectivement que c'est la droite. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est même pas la politique. C'est la politique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute des gens. Les gens nous disent, non, on n'est pas d'accord avec cette orientation-là, qu'on fasse. Si ça avait été les docteurs qui avaient été d'accord, si ça avait été les ergothérapeutes qui avaient été d'accord, pas grave, on ne pas voté, mais les infirmières elles-mêmes, il y a un problème. Alors, pour répondre à votre question, n'importe quel gouvernement va faire le moment pour les infirmières et les docteurs. Alors, vous travaillez pas. Ok, je crois que vous attendez pour la prochaine question. Oui. Alors, c'était pour moi le pouvoir économique des clientèles, des patients. Alors, je pense que jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est éloquent dans ce sens-là. En même temps, les politiques, les établissements appliquent, c'est parce que ça vient du ministère. La nouvelle gestion de performance dans le milieu, moi, c'est pas de ça que je voulais vous parler, c'est ce que je faisais juste réagir. Je me suis demandé comment ça se fait qu'on n'a jamais mis l'emphase sur l'institution, puis on n'a pas investi dans ce sens-là. Donc, on a toutes les infrastructures, on a aussi, les CLSC. Pour moi, puis d'avoir décidé de créer une GMF, si c'est pour moi l'innovation, c'est pas le problème. Les CLSC existaient parce qu'ils connaissaient les besoins populationnels, puis que c'était vraiment dans le sens du terme local, donc on avait parlé d'égalité entre les régions ou entre les territoires, je veux dire, même y compris sur une ligne
ma question, c'est pourquoi vous avez pas. Alors, parce que je trouve qu'on a négligé les CLSC. Dès les années 70, on faisait un petit par rapport à ça. Puis, est-ce que c'est le degré des médecins? Est-ce que c'est qu'il ne fait pas travailler dans le CLSC? Est-ce que c'était pas assez payant? Ou je sais trop? Toutes les questions sont possibles. Et je trouve que. Oui, on ne fera pas d'histoire. Les CLSC, c'est une très bonne idée. Les CLSC, c'est une très bonne idée. Mais les docteurs n'ont jamais adhéré. Et malgré toutes sortes d'efforts, ils n'ont pas adhéré. Alors, à un moment donné, il faut faire le constat. Le constat que les docteurs, si on veut avoir un suivi des maladies chroniques, et c'est les docteurs qui voient les patients. Et donc, le modèle de GMF, comme dit quelqu'un de l'autre avant, je pense que Dominique Beaulieu pourrait faire plusieurs présentations sur les données sur le GMF, et dans beaucoup d'autres provinces, c'est un concept, les groupes de médecine clinique, c'est un concept qui vient de construire. Avant de rejeter le modèle des GMF, là, on va commencer par les bien implanter, et je pense que on fait ça avant de passer à autre chose pour être en mesure de pouvoir compléter cette expérience des GMF. Mais les CLSC, ça n'a pas attiré les docteurs, ça n'a pas marché. On peut bien recommencer les CLSC, mais on a le même problème. Alors, on va vers là où sont les patients. Les patients sont avec les médecins de famille. Les médecins de famille qui préfèrent en aménagement. Là, les CLSC qui marchent bien. Sherbrooke, le GMF comme CLSC, il y en a deux GMF comme CLSC. Mais c'était un modèle qui ne recevait pas la médecine du corps médical. On peut s'entêter à vouloir le conserver, le conserve, mais pas dans sa forme suivi des maladies chroniques et suivi médical. On fait une. Et ce qui est intéressant, c'est d'être capable de varier le CLSC avec le GMF. Vous savez que les professionnels de la santé qui travaillent en GMF sont sous la responsabilité du CLSC. Ils sont engagés par les docteurs, la santé locative. L'employeur reste de ce professeur. Encore quelques questions. Je fais cette annonce, je suis professeur d'éthique à l'Institut Montréal. Pour répondre à ce qui vient juste d'être dit, moi je connais un directeur de CLSC qui occupait pour ses médecins autrefois. Et par ailleurs, la question qui m'intéresse, c'est la diminution des budgets des hôpitaux. Quand on regarde les statistiques sur les dépenses en milieu hospitalier entre 1985 et 2011, ça a baissé de 45% à peu près 23%. Et puis les autres établissements n'ont pas reçu, à chaque fois qu'il y avait des baisses, on disait, bon, on va avoir un budget qui va être accordé en soins de domicile ou en CLSC. Mais les autres établissements, dans les statistiques que j'ai vues, c'est la commission commissaire à la santé et aux services sociaux de 2014, il y a une augmentation dans les autres établissements des dépenses de 2,1% pendant la même période où ça a été fait. D'une part, si vous prenez l'ensemble des établissements, le budget a augmenté continuellement depuis 20 années. Si vous regardez la mission hospitalière et les autres missions de l'établissement, ça, c'est un exercice budgétaire qui est discutable. Parce que les budgets des établissements ne sont pas faits comme ça. Ils ne sont pas faits pour être capables de sortir des chiffres précis sur les missions, les différentes missions des établissements. Et donc, les chiffres du commissaire sont à prendre avec un grain de sel. Parce que le budget hospitalier n'est pas étanche. D'ailleurs, la communauté du citoyen le mentionnait, le vérificateur général le mentionnait dans son rapport, il y a des budgets de soins à domicile qui sont transférés vers les missions hospitalières. Et ça se fait là, régulièrement dans les établissements. Alors, de dire que la mission hospitalière va diminuer au cours des dernières années, là, moi j'ai un gros doute là-dessus. Pour moi, l'hôpital, dans un site 3S, ça a été l'effet pervers des regroupements. L'hôpital continue à être un ordre qu'il faut alimenter continuellement. Et les autres missions CLSC, missions CHSLD, payent pour l'ordre qui doit se nourrir. Parce que l'hôpital saigne. Et
pas en soins à domicile, pas au CHSLD. C'est à l'hôpital. Donc, on met le budget là. J'ai été dans 2 conseils d'administration d'établissement, je peux vous dire que ça se fait régulièrement. Il y a des postes de soutien à domicile, en fait, on n'a jamais vu un patient à soutien à domicile. Alors, moi, je ne pense pas que les médias hospitaliers ont souligné. Au contraire, comme l'a souligné quelqu'un auparavant, il va falloir reprioriser le soutien à domicile pour être capable. Et dans le projet de loi 67, il y avait 2 mesures qui permettaient de protéger le budget des soins à domicile. On ne permettait pas qu'il y ait une clause dans la loi sur la santé et les services sociaux, c'est 186, qui permet des permutations budgétaires. C'est ça qui est utilisé par les établissements. Alors, on disait, l'assurance autonomie ne fait pas faire l'objet de permutations budgétaires. Une première. Une deuxième, il y avait un article précisément, nommément, qui disait que le budget de l'assurance autonomie ne peut pas être utilisé pour d'autres fins. Alors, on avait la ceinture réglementaire pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'utilisation du budget de l'assurance autonomie à une autre mission. Libéraux pour les sociales, nous avons reçu un intervention depuis 2007. Donc, j'ai vu tous ces changements, c'est l'augmentation du nombre de temps et la diminution du nombre de travailleurs sociaux dans le réseau. Ce qu'on constate, c'est que le maintien du domicile des personnes âgées, majoritairement, c'est 90% du social et 2% de la médecine. Parce que oui, il y a un suivi, il y a une collaboration qui va se faire entre les médecins et le travail social. Et actuellement, ça ne se fait plus. Là, actuellement, je suis rendue dans une RI, puis je peux vous dire que là, l'argent, il y en a à court. C'est comme bizarrement, les PPP, l'argent, il y en a beaucoup là. Et il y en a très peu. Puis les médecins, eux autres, ils disaient, une personne âgée, j'ai pas le temps de te consulter, mais toi, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là. Vous savez, le nombre de personnes âgées qu'on ramasse, qui sont faites dire par le médecin une fois à l'hôpital à l'hôpital, tu ne vas pas, tu ne retournes pas chez toi, tu retournes dans l'hébergement, tu t'en vas dans l'hébergement, et tu peux te ramasser, je veux dire, là, c'est majeur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Comme médecin, moi, j'ai eu souvent à contredire beaucoup de mes collègues qui disaient médecin de médecine n'est pas possible. Montre-moi comment, mais des fois, les médecins, par ignorance ou sauver du temps, c'est plus facile, d'envoyer quelqu'un à l'hébergement. C'est vrai que les autres professionnels de santé aussi. Mais vous avez tout à fait raison en disant que le soutien à domicile, c'est pas médical. C'est beaucoup de l'aide à domicile, c'est beaucoup des soins à domicile, des soins qui ne sont pas médicaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que quand les médecins se mêlent de ça, certains, en tout cas, sont en dehors de la. Mais l'argent, il faut là. Dans les soins à domicile médicaux, ah oui, mais paradoxalement, les soins à domicile médicaux sont mal rémunérés. C'est vrai, la plupart des soins à domicile chez nous, pas très payants. Hein? OK. Bonjour, je suis Thérèse. Je fais ceci sur le film privé. C'est un peu gênant pour moi, mais la question de l'élève, on revient sur l'assurance économique. Je voulais vous entendre sur, en ce moment, la capacité de l'offre assumée par l'ensemble de ce service-là est faible. Dans le projet d'assurance autonomie, vous avez des hypothèses pour rehausser ça de quel ordre? Quand on regarde là, la réponse aux besoins en soins à domicile, on a fait des travaux là-dessus, c'est autour de 15%. 15% des besoins sont financés par l'État. 85% sont soit financés par la personne avec son argent ou en nature par le projet d'État. Avec le projet d'assurance autonomie, on voulait monter ça à 40%. Pas 100%, on voulait monter à 40% dans un premier temps. Et pour moi, c'était un seuil minimum pour assurer une compétition entre le domicile et l'institution. Il faut qu'à un moment donné, là, ça soit possible de rester à domicile par rapport à l'offre constitutionnelle. Et on ne peut pas la baisser, l'offre constitutionnelle. Et le projet d'assurance autonomie faisait en sorte qu'on va trouver un financement public
qu'on retrouvait une gestion publique des services, parce que dans le privé, ça échappe complètement en termes de gestion, à la gestion publique, et qu'on permettait des prestataires publics, économie sociale et privés. Une résidence privée pour une personne âgée, par exemple, pouvait être un prestataire de l'assurance autonome et du financement privé. Et donc, de retrouver un financement public, une gestion publique et des prestataires qui sont accrédités, et des prestataires qui peuvent être privés. Dans ce cas, le CSS, ça dépend du choix des personnes. C'est là que la personne. Tu sais, si la personne, il y a des gens qui disaient, moi, là, la personne qui vient faire le ménage, j'aimerais ça qu'elle donne des soins personnels, que ce soit la même personne. Il n'y a pas deux. Il y a des gens qui trouvent ça. Pourquoi ne pas leur donner ce choix-là? Et c'est tout à fait ça. Si la descente est capable de fournir ces services-là, avec investir plus dans les soins personnels, pourquoi pas? C'est ça. L'Agence de la santé de Montréal. Vous avez mentionné au début que c'est important la prévention, agir en amont et déterminant. On sait que la santé représente à peu près 2-3% du budget global de la santé. Comment expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de résistance de blocage de la prévention, d'augmenter un petit peu cette proportion-là en sachant qu'en fait, ça va être sur un coût relatif. Je dirais que c'est un peu le phénomène du pompier. Il faut absolument avoir un pompier pour éteindre le feu. Puis les gens, il est très difficile de dire, plutôt que de développer une caserne supplémentaire, on va mettre de l'argent pour prévenir l'incendie. Il est là le dilemme. À un moment donné, dans l'opinion publique, je regarde le nouveau-né qui a été kidnappé. Combien d'argent on va mettre pour augmenter la sécurité pour un cas qui est arrivé dans les 50 dernières années? Combien d'argent on va mettre? On va la mettre, parce que l'opinion publique est en arrière de ça, et il faut, c'est inacceptable pour mettre un système de sécurité. On va dépenser des millions. C'est la meilleure façon de dépenser de l'argent. C'est de le mettre là. Si j'avais été ministre, j'aurais pas dit ça. Je ne dis pas. Je suis ministre, je peux le dire. C'est vrai. On veut être blindé, on veut être blindé, on veut que c'est la même chose. Les personnes âgées, là, on veut vraiment qu'ils soient en pleine sécurité, qu'ils puissent rien leur arriver. Parce que quand il arrive quelque chose, c'est un drame. Mais l'argent qu'on met là, on ne le met pas pour nous donner des services. C'est le choix qu'on fait. Et la personne qui reste dans le 9e rang à Quaticook, seule, la sécurité, elle n'en a pas plus, mais elle a choisi de rester dans le 9e rang à Quaticook. D'avoir ses services dans le 9e rang à Quaticook. C'est sûr que s'il y a un feu qui pointe, elle va brûler. Mais c'est son choix. Comprenez-vous, à un moment donné, là, il faut arrêter, je pense, comme société, de dire qu'il n'y a plus de risque. C'est comme si on n'acceptait pas que du monde meurt. Il y a du monde qui meurt. C'est pas la faute de personne. Et on ne pourra pas empêcher ça. À un moment donné, il faut accepter qu'il y a un coût à ça. Et qu'on ne peut pas avoir une société où il y a personne qui meurt, on les tire dans le droit. Alors, il y a un coût à ça, puis on fait des choix. Le système de sécurité qu'ils vont mettre à l'hôpital de Trois-Rivières, c'est le choix qu'ils vont faire. Quand ils font ce choix-là, les néonates, il n'y a pas de choix fait. Il y a un coût d'opportunité en fait. On va prendre le langage des économistes. Bien. Je sais que tout le monde a eu beaucoup de questions à poser. Le temps file, on a le temps pour donner la question. Bonjour, moi c'est Benoît Garou, je suis président du groupe Espace Santé. Premièrement, je remercie pour ces tables d'être venus. Je comprends que c'est des moments plus difficiles, souvent des pièces survivent, mais j'espère qu'on a pu l'aider à penser ces pièces-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, sa candeur, sa franchise, de parler de son expérience, de son passage à la santé. Je peux dire aussi qu'après 25 ans, je pense qu'on peut dire que le Dr Hébert, c'est le digne successeur du Dr Rochon, sans se tromper. Puis, dans la vie, en politique, les leaders transformationnels, les leaders administratifs, moi je pense que le Dr Hébert fait certainement partie des leaders transformationnels.
Je pense que Québec a besoin de leaders comme le Dr. Leblanc, qui va faire monter le badge. La question c'est ici. Est-ce que la politique c'est fini? La santé, le retour à la santé peut-être, et la chefferie, je ne sais pas. Je vois la dernière. Pour quelqu'un qui a été ministre de la Santé comme moi, revenir dans le réseau de la santé, c'est pas possible. Je peux vous dire ça, là, le téléphone, ils sont pas chauds. Il n'y a pas une agence qui est intéressée par les gens. Même s'il y a certaines agences à Montréal, à Québec, qui auraient bien besoin d'un petit coup de pouce, là, parce que c'est vraiment désorganisé. On va penser quelque chose. Alors, mais ça ne sonne pas, parce que les gens même avec ça, vous voyez, on touche pas à ça. C'est le ministre de la Santé, puis Jean Vachon a vécu la même chose. C'est un très beau compliment pour lui. C'est pour moi, Jean Vachon, il a été l'inspiration et reste. Alors, je ne sais pas si c'est un professionnel, je vous avoue que, à un moment donné, peut-être je me réentraîne pour voir les patients. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vu, mais il va falloir m'entraîner parce qu'il va falloir que je vois ma vie. Donc, et ça fait partie de mon groupe. Mais juste parce que les gens s'étonnent. Les agences, les établissements, ça ne touche pas partition pour les gens émergent, viennent donner un coup de main dans le dossier des personnes âgées, dans le dossier de la pandémie. Alors, donc, je lance un message. Je suis disponible. Est-ce que la politique, c'est fini? Je sais pas. Ça fait partie de la réflexion. Écoutez, j'ai goûté chaque journée de ce travail-là. Et c'est là que ça se passe. Si on veut vraiment transformer le réseau de la santé, c'est là qu'il faut être. Il y a un coût important. Je suis en train de te payer mais il y a un coût important. Et c'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut être pour être capable de porter les messages que ce monsieur, celui-là, travaille, sur lesquels il travaille, à porter ces données économiques-là. Il faut avoir une oreille au niveau du conseil. Laissez-là s'exercer. Moi, l'assurance d'autonomie, ça n'a pas germé comme ça du jour au lendemain. Hein. Ça fait 4 ans que je suis impliqué dans le parti, que ce soit dans le programme du parti, que ce soit dans la plateforme du parti. Alors, il y a du travail qui a été fait avant d'arriver comme ministre. De sorte que la première ministre, lorsqu'elle est arrivée en poste, pour elle, c'était une priorité. Vous voyez que l'implication politique, c'est pas juste de dire à un moment donné, du jour au lendemain, c'est ça la priorité. Non, il faut convaincre le gouvernement. Le gouvernement, c'est un parti politique. Et c'est ça la politique. La politique, c'est de pouvoir convaincre une machine politique de la justesse d'un certain nombre d'orientations. Et ça commence à la base, dans le congrès des partis politiques et tous les gens. Alors, je pense que c'est pas terminé, l'expérience politique, mais j'en suis pas sûr. Alors, on a 4 ans et demi, on a voté pour des élections en Afrique, ce qui doit décider une élection qui doit être. Alors, moi, je voulais vous remercier pour cette invitation. Vous m'avez sorti de mon lac, parce que j'habite sur la base de la Côte-Saint-Denis. Puis, ça me fait plaisir de partager cette événement. Merci. Vous voyez, vous avez soulevé les passions. C'était une salle enflammée. C'était une soirée qui était très agréable. J'ai beaucoup aimé votre authenticité. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des personnes qui s'ouvrent moins, mais j'ai beaucoup apprécié. Et merci de votre participation. J'espère que vous allez retourner tranquillement vous reposer à votre place. Je pense que la politique, c'est un métier dangereux. Je vous laisse ça à vous. Alors, je voudrais en profiter pour remercier les partenaires fondateurs aussi d'Espace Santé, qui est le comité jeunesse de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, l'Association des jeunes médecins du Québec. J'aimerais aussi remercier les commanditaires iWeb et RSM Richter Chamberlain, je ne sais pas si je le prononce comme tout.
Et je vous invite à remplir les feuilles d'évaluation. C'est jamais la partie la plus fun, mais il faut le faire. Alors, merci à tous et merci encore à